Salut les étudiants! On se retrouve pour une nouvelle plongée profonde. Cette fois, on va explorer le monde de la slush productivity. Vous nous avez envoyé plein d'articles et de recherches sur ce sujet. Donc on est là pour vous aider à comprendre ce qui est le plus important. Oui, la slow productivity, c'est fascinant comme concept. On dirait que c'est vraiment une réponse à la pression constante d'être productif dans notre monde moderne. Exactement. On va explorer ensemble pourquoi cette idée de slow productivity a émergé, quels sont ses principes clés et comment elle peut s'appliquer à la vie d'un étudiant comme toi. Tout à fait. Et je pense qu'on peut commencer par observer un phénomène assez inquiétant, l'épuisement professionnel chez les travailleurs du savoir. Oui, surtout après la pandémie et l'essor du travail à distance. Exactement. On dirait que tout le monde se sent débordé. Oui, travail, études, réseaux sociaux, on est constamment sollicité. C'est vrai. Et cette pression constante pour être productif peut mener à un épuisement total, comme on l'a vu avec Jonathan Fostek. Ah oui, ce cas de HSBC qui a fait une crise cardiaque en plein télétravail. Oui, son témoignage sur LinkedIn a vraiment fait réfléchir. Absolument. Il a mis le doigt sur ce qu'on appelle la pseudo-productivité. Oui, c'est-à-dire. Donner l'impression d'être occupé sans forcément être efficace. Exactement. Et la technologie n'arrange rien. Entre les emails, les notifications, les réunions Zoom, on a l'impression de ne jamais pouvoir déconnecter. C'est ça. Ces outils sont utiles, mais ils peuvent aussi créer un sentiment d'urgence permanent, nous poussant à être constamment allumés. Alors comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux? Comment on retrouve un rythme de travail plus sain, plus durable? Eh bien, on peut s'inspirer de personnes qui ont choisi une approche différente, comme John McPhee, l'auteur du New Yorker. John McPhee. Je le connais de nom, mais je ne suis pas familier avec son travail. C'est un maître de la slow productivity, même s'il ne l'appelle pas comme ça. Il prend son temps pour écrire, pour peaufiner chaque phrase, chaque paragraphe. J'ai lu qu'il a même passé 2 semaines allongées sur une table de pique-nique, incapable d'écrire, avant de trouver comment structurer un article. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne voit pas ce temps comme perdu. Au contraire, c'est une période de réflexion essentielle pour lui. Donc la slow productivity, ce n'est pas forcément travailler moins, c'est plutôt travailler différemment. C'est ça. C'est prendre le temps de réfléchir, de faire des pauses, de laisser les idées mûrir. Et c'est une approche qu'on retrouve aussi dans le mouvement Slow Food. Slow food, quel est le rapport avec la productivité? Le slow food, c'est un mouvement né en Italie pour contrer la culture du fast-food. L'idée, c'est de prendre le temps de savourer la nourriture, de privilégier les produits locaux et de saison de cuisiner avec soin. D'accord, je vois le lien. C'est d'une philosophie qui met l'accent sur la qualité, sur le plaisir, sur le respect du temps. Exactement. Et on peut appliquer cette même philosophie à notre travail, à nos études, ralentir, pour mieux produire, se concentrer sur la qualité, plutôt que sur la quantité, savourer le processus d'apprentissage. Intéressant. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ralentir. On fait moins de choses. On travaille moins d'heures. Pas nécessairement. La slow productivity, elle repose sur 3 principes clés. Faire moins de choses. Travailler à un rythme naturel. Et viser l'excellence. D'accord. Et en quoi consiste ce premier principe, faire moins de choses? L'idée, c'est de limiter nos engagements pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est apprendre à dire non aux sollicitations qui ne nous correspondent pas. C'est plus facile à dire qu'à faire. Yeah. Surtout quand on est étudiant, on a l'impression de devoir tout faire pour réussir. Je comprends. Mais rappelez-vous Andrew Wells, le mathématicien qui a résolu le dernier théorème de Fermat. Ah oui, le problème mathématique qui est resté sans solution pendant des siècles. Exactement. Eh bien, pour le résoudre, il s'est isolé pendant 7 ans. Il a mis sa vie sociale, entre parenthèses, il a refusé toutes les distractions. Il s'est concentré à 100% sur son objectif. 7 ans. C'est un exemple extrême, mais ça montre bien la puissance de la concentration. Oui, et on n'est pas obligé de s'isoler pendant des années pour appliquer ce principe. L'important, c'est de choisir nos projets avec soin et de nous y consacrer pleinement. Donc plutôt que s'éparpiller sur plein de projets, il vaut mieux en choisir un ou deux qui nous tiennent vraiment à cœur et aimer toute notre énergie. Exactement. C'est comme ça qu'on produit un travail de qualité, un travail qui a du sens, un travail qui nous rend fiers. C'est une approche qui demande beaucoup de discipline de concentration. Oui, mais c'est aussi une approche qui peut nous libérer de beaucoup de stress, de pression, d'anxiété. En se concentrant sur l'essentiel, on se simplifie la vie, on retrouve du temps pour ce qui compte vraiment. Et pour revenir à ce principe de faire moins, ça implique aussi de savoir identifier les tâches qui nous pompent notre énergie sans apporter grand-chose. Ah oui, c'est vrai. On a tous ces petites choses qu'on remet sans cesse au lendemain. Oui, Ces impôts administratifs de la vie quotidienne, quoi. exactement. Et parfois, la meilleure chose à faire, c'est de se demander, est-ce que cette tâche est vraiment importante? Et ça me rapproche de mes objectifs.
Et si la réponse est non? On l'arrête de la liste sans culpabiliser. Exactement. Ça nous permet de libérer du temps et de l'énergie pour les choses qui comptent vraiment. Et ça nous amène au deuxième principe de la slow productivity, travailler à un rythme naturel. Ah oui, on en a brièvement parlé tout à l'heure. C'est quoi concrètement? Travailler à un rythme naturel. C'est d'abord se défaire de cette idée qu'il faut être productif à 100% tout le temps. On n'est pas des robots. On a besoin de pauses, de moments de repos, de variations de rythme. C'est vrai. On a tous des moments où on est plus concentré, plus créatif. Oui. Et d'autres, on a besoin de lever le pied, de prendre l'air. Exactement. L'idée, c'est d'écouter son corps, son esprit, de s'accorder des pauses quand on en a besoin de travailler, quand on est le plus efficace. Et on peut s'inspirer des chasseurs-cueilleurs pour ça. Ah bon, comment ça? Eh bien, ils n'étaient pas en train de chasser en permanence. Oui. Ils alternaient entre des périodes d'efforts intenses et des moments de repos, de contemplation. C'est une image intéressante. Et ça rejoint l'idée de la saisonnalité appliquée au travail. On peut imaginer des périodes plus intenses où on met les bouchées doubles et des périodes plus calmes où on ralentit le rythme, on se consacre à des projets plus personnels. Comme un artiste qui se retire dans son atelier pour créer pendant quelques mois, puis qui prend du temps pour exposer, voyager, se ressourcer. Exactement. Et on peut appliquer ce principe à notre échelle, même si on n'est pas artiste. Se réserver des soirées, des week-ends, sans travail, des vacances pour déconnecter complètement. C'est ça l'idée du quiet quitting, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Oui, cette idée de refuser de s'épuiser au travail, de se donner à 100% en permanence. C'est choisir de protéger son temps, son énergie, son équilibre. Et il y a des gens qui réussissent très bien en travaillant moins. Regardez Ian Fleming, le créateur de James Bond. Il ne travaillait que 3 heures par jour. C'est un bel exemple de slow living, ralentir pour mieux vivre, mieux créer. Et ça nous amène tout naturellement au troisième principe de la slow productivity, l'obsession de la qualité. Ah oui, l'obsession de la qualité. Ça me fait penser à Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Il était connu pour son exigence absolue. C'est vrai, il passe un temps fou à peaufiner chaque détail de ses produits. Et le résultat est là. Des produits innovants, élégants, intuitifs. C'est le fruit d'un travail méticuleux, d'une attention constante à la qualité. Exactement. Et on retrouve cette même obsession chez John McPhee, l'auteur dont on parlait tout à l'heure. Il relit, corrige, peaufine ses textes sans relâche. C'est ce qui rend ces articles si captivants. Chaque phrase est ciselée, chaque mot a son importance. Et c'est ça l'objectif de la slow productivity. Produire un travail de qualité qui nous rend fiers, qui a de la valeur. Et pour ça, on peut s'inspirer des artisans qui prennent le temps de faire les choses bien, avec soin, avec passion. Oui, c'est une belle image. Retrouver le plaisir du travail bien fait, créer des choses qui durent, qui ont du sens. Mais comment on fait pour développer cette obsession de la qualité? D'abord en s'exposant à des œuvres de qualité. Lire de bons livres, écouter de la bonne musique, regarder de bons films. S'inspirer des maîtres, observer leurs techniques. C'est comme ça qu'on affine son goût, qu'on développe son sens critique, qu'on élève ses standards. Exactement. Et puis, il faut pratiquer encore et encore. Comme le disait Ira Glass, le créateur de l'émission de radio This American Life, la qualité vient avec la pratique, la persévérance. Il faut accepter de se tromper, de recommencer, jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau qu'on souhaite. Oui, c'est un processus d'apprentissage, d'amélioration continue. Et c'est un processus qui peut être long, parfois frustrant. Mais c'est aussi un processus très gratifiant car il nous permet de progresser, de nous dépasser, de nous réaliser pleinement. Et pour ceux qui ont du mal à se lancer, il y a une technique très efficace. Le pari sur soi-même. Se mettre dans une situation où on est obligé de réussir. Par exemple, annoncer publiquement qu'on va réaliser un projet, se fixer une date limite, s'engager auprès de quelqu'un. Exactement. Le fait de s'exposer à un risque, ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. On a vu ça avec des auteurs comme Steffi Meyer, Clive Cussler ou John Grisham qui ont commencé à écrire pendant leur temps libre. C'était un pari, mais ça leur a permis de se lancer, de se prouver qu'ils étaient capables. Et ça a marché. Ils sont devenus des auteurs à succès à des best-sellers. La preuve qu'on peut réaliser ses rêves, même si ça demande des efforts, des sacrifices. Et que pour réussir, il est important de s'entourer de personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent. Oui, comme John Carpenter, le réalisateur du film Halloween, il a réussi à convaincre un investisseur de financer son film grâce à sa passion et à son talent. Un bel exemple de la puissance du réseau, de l'importance de s'entourer de personnes qui croient en nous. Et on arrive à la fin de cette deuxième partie consacrée à la slow productivity. On a vu les 3 principes clés, on a partagé des exemples des techniques. Mais au final, la slow productivity, c'est plus qu'une simple méthode de travail. C'est une philosophie, un art de vivre, une manière d'aborder le travail et la vie en général. Ralentir, se concentrer sur l'essentiel, savourer le moment présent. Faire moins mais mieux, vivre une vie plus simple, plus authentique, plus épanouissante. Bon, on a beaucoup parlé de philosophie de ralentissement.
Mais la slow productivity, ça se traduit aussi par des actions concrètes au quotidien. Non, tout à fait, on a évoqué quelques outils et techniques comme le time boxing ou la délégation, mais il existe tout un arsenal à explorer. Par exemple, comment on gère ces petites tâches qui s'accumulent et finissent par nous engloutir ces impôts administratifs de la vie courante, quoi. Ah oui, ces petites choses qui nous prennent un temps fou si on les laisse s'accumuler. L'automatisation peut être une solution. Oui, Pensez à tous ces outils numériques qui gèrent nos emails, planifient nos rendez-vous ou même génèrent nos factures. c'est vrai, on peut programmer des envois sur les réseaux sociaux, utiliser des filtres pour trier nos emails. Ça libère du temps pour se concentrer sur l'essentiel. Exactement. Et même sans technologie, on peut regrouper des tâches similaires et les traiter d'un coup. Oui. La méthode du batch processing, comme faire sa comptabilité une fois par semaine, au lieu de s'y coller tous les jours. Ah oui, c'est plus efficace de se concentrer sur une seule tâche à la fois plutôt que de jongler entre plusieurs. Tout à fait. Et puis on peut aussi déléguer. On n'est pas obligé de tout faire tout seul. Si un collègue, un ami ou même un service externe peut nous aider, pourquoi pas. Déléguer, c'est aussi un apprentissage. Il faut apprendre à lâcher prise, à faire confiance aux autres. C'est vrai, il faut communiquer clairement ses attentes, ses objectifs, et ensuite laisser les autres faire leur travail. On a beaucoup parlé de travail et d'études, mais la slow productivity, ça s'applique aussi à notre vie perso, non? Absolument, ralentir, simplifier, se reconnecter à l'essentiel, c'est valable dans tous les domaines. Par exemple, Prenons les loisirs. Au lieu de s'éparpiller dans 1000 activités, on peut choisir celles qui nous apportent vraiment de la joie, qui nous nourrissent. on se fixe des limites, on choisit avec soin, un peu comme on le fait pour nos projets de travail. Exactement. Et même dans nos loisirs, on peut appliquer le principe du rythme naturel. Pas besoin de planifier chaque minute de son temps libre. On peut laisser place à l'improvisation, à la spontanéité. Se laisser porter par ses envies, par l'inspiration du moment, c'est ça. Oui, s'accorder des moments de liberté, de contemplation, de déconnexion totale. Et ça vaut aussi pour nos relations sociales. On peut choisir de passer moins de temps sur les réseaux sociaux et privilégier les vraies rencontres, les conversations profondes. C'est ça, cultiver des relations de qualité authentique, nourrissantes, être présent à l'écoute sincère. Voilà qui conclut notre plongée profonde dans le land de la slow productivity. J'espère que vous avez trouvé cette exploration inspirante et utile. En résumé, la slow productivity, ce n'est pas une solution miracle, c'est un cheminement. Oui. C'est apprendre à ralentir, à se concentrer sur ce qui compte vraiment, à vivre plus en accord avec soi-même. C'est une invitation à faire moins, mais mieux dans tous les domaines de notre vie. Alors, n'hésitez pas à expérimenter, à trouver votre propre rythme, votre propre équilibre.